Voilà, merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de la situation d'insécurité au niveau au niveau des Litouries. Alors, nous recevons pour vous les députés nationaux Jean-Marie Djala. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien portant ce matin. Bien portant ce matin, mes stress de la route de La Kinshasa. route Kinshasa. Stressant, hein? Stressant. Beaucoup d'embouteillages. Oui. Beaucoup d'embouteillages, effectivement. Ouais. Et ça n'a pas été facile. Mais quand même, vous êtes arrivé, malgré Vous les arrivez embouteillages. à temps quand même. Quand même, ça c'est les plus importants, on a vu. Vous êtes arrivé à temps, vous êtes fait violence. Voilà. Kinshasa, c'est ça? Oui. Il faut toujours se faire violence pour être là. Bon, on parle d'abord de l'insécurité au niveau des Itouris. Oui. C'est quoi? Parce que la fois passée, quand vous êtes passé sur Télé 50 au niveau de Kinshasa Direct, il y a eu beaucoup de réactions. Ouais. Des réactions. Et beaucoup de gens ont dit certaines choses que vous avez eu à tenir au niveau des codes d'écho. Oui. Certaines choses, ils disent que ce ne sont pas des choses qui sont fondées. Alors, bon, les gens peuvent toujours commenter. Parce que les gens qui me suivent, par exemple, de l'Itourie, connaissent à quelle communauté j'appartiens. Et lorsque je parle, par exemple, d'une autre communauté, et que la vérité touche directement cette communauté, les membres peuvent se sentir peut-être lésés, mais la vérité reste la vérité. J'ai même suivi, c'est quelqu'un qui nous a trompés en direct, disait qu'il nous suivait à partir de l'Itourie, et pourtant, c'est un journaliste ici à Kinshasa. Il m'a même copié le message que vous avez, puis il a écrit de n'importe quoi. C'est ridicule quand même. En fait, je suis connu pour beaucoup servir dans la société civile. Journaliste, comme je disais la fois passée. Ensuite, responsable de ma communauté, vous voyez. Je connais beaucoup de choses que les autres ne voudraient même pas qu'on dise. Parce que lui, il est revenu beaucoup plus sur Codeco. Il dit que Codeco a toujours été accusé des massacres, des pillages, des déplacements forcés des communautés tout entières. Alors, la tentative de réduire son action à un simple conflit avec la CRP relève d'une grave déformation diabolico-volontaire de la réalité. C'est ce que lui, il n'a même pas compris de quoi on parlait. D'accord. On parlait des récentes violences perpétrées essentiellement par Codeco après le protocole d'accord de cessation des hostilités signé dans le dialogue de Aroudjou. On était dans le contexte là. Qui refuse que Codeco a commis des exactions? Même les responsables, les animateurs de ce Codeco savent qu'un jour, ils répondront de leurs actes. Ils le savent. Je vous ai même dit que lorsque on s'est retrouvé dans le processus de paix de Nairobi, il y en a qui avaient peur de partir à Nairobi pensant qu'ils se feraient arrêter. Et donc, ce sont des gens qui savent qu'ils vont répondre un jour de leurs actes. Personne ne peut dédouaner la Codeco et tous les autres groupes armés des exactions commises. Personne. À moins qu'on soit vraiment inconscient. Voilà donc le contexte dans lequel nous étions. On n'était pas dans... On n'a pas parlé de la guerre qui bientôt va faire 8 ans. 8 ans. Depuis 2007. Quand, on n'a pas parlé de toutes ces périodes. Si on parle de toutes ces périodes, on va faire combien de temps à la télévision en train de parler de ça? Et donc, c'était ça le contexte. S'il n'a pas compris, peut-être il nous a trouvé en cours de l'émission, il n'a pas compris le contexte. Et donc, ce genre de commentaires, c'est courant. Et puis surtout, quand on est un homme public, il faut vous attendre à toutes sortes de critiques. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Elles sont toujours subjectives. Et bien surtout, c'est lui qui écrit, il appartient à la communauté Emma. Et il fait l'apologie. Oui, il fait l'apologie de groupes armés comme la CRP. Parce que lorsqu'on cite le nom de CRP, il est tiqué pourquoi? Lorsqu'on dit, par exemple, on a parlé, lorsque Codeco a multiplié des exactions, un groupe de gens
un groupe de 5 communautés s'était composé, il s'appelait G5. Je crois certainement ils sont passés même ici à la télé 50, ils sont passés dans beaucoup de télévisions en train de mener des campagnes pour que l'on reconnaisse que Codeco est en train de perpétrer des génocides en Ituri. Ils sont passés par ici. Mais ils sont où aujourd'hui? J'avais cité le président qui appartenait à la communauté. Alors, il est condamné et il est en train de purger sa peine. Si pas, peut-être qu'il est encore à second degré, à Béni, parce qu'il avait récusé la cour, le tribunal de garnison de l'Ituri, jugeant impartial vis-à-vis de lui. Il est condamné pour quoi? Entre autres pour participation à un mouvement insurrectionnel. Il y avait le porte-parole, Victor Nguna, que je connais très bien. Il est où? Il est à Kampala avec Thomas Lubanga. Et donc, vous allez me dire... Non, à Kampala, donc. Oui. L'Ouganda, c'est base arrière de CRP. Oui. Il est dans la CRP. Je peux citer encore beaucoup d'autres noms. Et alors, des gens, même un député provincial, il est avec eux. Un autre membre, cette fois-là, de G5 toujours, de la communauté Nyali, docteur Tungulo. Il était membre de ce qu'on appelait le directoire de G5. Il est où? Avec presque tout le monde est avec CRP à Kampala. Alors, avec quel argument des gens pareils peuvent m'accuser? Et donc, je m'en moque. Je m'en moque. J'ai beaucoup travaillé pour la paix à l'Ituri, je ne me vante pas. Ceux qui le savent, et ceux qui ne veulent pas reconnaître, je ne suis pas obligé de le faire accepter. Effectivement, la fois passée, vous avez parlé des causes de cette guerre, des causes lointaines, tout comme des causes proches. Maintenant, on aimerait savoir maintenant des pistes de solutions. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut aller au niveau des pistes de solutions. Je voudrais exactement revenir sur les causes. Parce que la fois passée, je n'avais aucune idée des temps qui m'appartenaient. Mais là, j'ai une idée, peut-être je peux avoir 25 à 30 minutes. 30 minutes, oui. Et je saurais brosser exactement les problèmes de l'Ituri. Les problèmes de l'Ituri sont circonscrits à différents niveaux. En premier lieu, ce sont les Ituriens eux-mêmes, les communautés de l'Ituri. À la tête, il y a toujours les Hema et les Lendu. Hema et Lendu. Oui. Et les Hema et les Lendu se trouvent en territoire de Djougou et en territoire d'Irumu. Une partie de la communauté Lendu se trouve aussi dans le territoire de Mahagi. Et souvent, le conflit part de Djougou. Or, lorsque un conflit part des territoires de Djougou, il y a possibilité que le conflit touche le reste des 4 territoires. Parce que le territoire de Djougou se situe au centre de la province de l'Ituri et qui touche le territoire d'Aru, le territoire de Magui, le territoire d'Irumu et Mambasa, voire le territoire de Ouatsa, plus à l'ouest dans la province de Outouili. Si on ne fait pas attention avec un conflit qui commence en Ituri, ça embrasse toute la province. Ça, c'est communautaire. Et là, les solutions peuvent être communautaires. Je vais revenir là-dessus. Il y a en Ituri le problème d'envahissement des peuples peu ou bien identifiés, mal ou bien identifiés. À un moment donné, dans le site de territoire d'Irumu, on parlait de population Banyabouisha. Banyabouisha. Oui. Les Banyabouisha, quand on dit Banyabouisha, ça veut dire la population de la chefferie de Bouisha qui se trouve au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru. Et lorsque vous menez des enquêtes sur le dépeuplement de cette chefferie de Bouisha, il n'en est pas le cas. Lorsque vous écoutez le Swahili, il ne parlait pas, cette population implantée essentiellement dans le triangle de la chefferie de Banyali Tchabi, Bahema Boga, Bahema Mtego et autres. Et ils ont accent rwandais.
Et pourtant, tout le monde, y compris moi-même, je connais l'accent de Swahili parlé dans la chefferie ou alors dans le territoire de retour. Je connais. Un jour, un ami m'appelle de Kiwanja, il me dit, mais finalement, vous autres, on vous trompe avec quelle population Bouicha là-bas? Nous, on est ici chez nous, on ne voit pas les gens quitter de chez nous pour aller à Nitouri. Ça vient d'où? Ça, c'est un problème qui, à la longue, peut prendre la province. D'ailleurs, ces Banyabouiches ont été accusés à un moment donné de combattre les autochtones ensemble avec les Indiens. On peut vérifier cette information et on trouvera qu'il y a une sorte de vérité là-dedans. Il y a aussi les nationaux qui viennent à masse à cause de la guerre, cette fois-ci au Nord Kivu. Vous ne connaissez peut-être pas le territoire de Beni, mais moi je connais le territoire de Beni comme dans ma poche. Lorsque vous êtes, par exemple, dans le chef-lieu du territoire de Beni, à Oicha, aux alentours, par exemple, au-delà de la rivière Semlik, il y a des populations presque évidentes avec le tract de FARDC. Mais toutes ces populations de la chefferie de Batalinga, une bonne partie du secteur de Rwenzori, de Batangimbao et d'autres, se déversent soit dans le sud du territoire de Rumu, soit dans l'est du territoire de Mambasa. Au même moment, l'Ouganda, dans sa mutualisation, a refoulé tous les rebelles de EDF de la frontière. Ils sont très bien éloignés de la frontière. Maintenant, ils sont dans le territoire de Mambasa et d'Irum. Et donc, tous ces problèmes peuvent, à la longue, créer des situations qui replongera, ou alors qui pourraient replonger dans le problème. Je voudrais aussi faire un accent particulier sur la présence des EDF. Ça date des années que les EDF sont là. À l'époque, on les appelait, à une époque, on les appelait de Nalu. Après, ils ont changé les noms avec le mouvement, avec l'État islamique dans lequel ils étaient déjà affiliés. Le nom a changé. EDF. C'est EDF seulement. Oh oui, EDF. Parfois EDF MTN, mais la partie MTN a été traquée. Je crois le dernier leader arrêté à Dar es Salaam a beaucoup déséquilibré les EDF dans cette région. Voilà, ils sont à errance. La crainte, c'est quoi ici? La crainte, c'est que parmi les EDF, il se pourrait qu'il y ait des nationaux qui ont été recrutés. Les nationaux congolais? Oui, qui ont été recrutés. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a commencé à arrêter les suspects dans le massacre des commandants, mais les gens qui ont été arrêtés se trouvent être des nationaux. Les Nandais principalement. Les Nandais? Oui. Alors dites-moi, ça veut dire qu'il y a des nationaux, s'ils n'œuvrent pas au nom des EDF pour leur objectif autre que cela, c'est qu'ils ont eux-mêmes autre objectif pour lequel ils œuvrent. Parce que là-dedans aussi, il y en a qui se transforment à des bandits de cacao. Et ils œuvrent souvent lorsque la période de récolte approche. La campagne de récolte approche. Lorsqu'ils ont fini à voler. Donc, au niveau des ADF, il n'y a pas que des Ougandais. Il n'y a pas que des Ougandais. Il y a aussi certains Congolais. Il y a certains Congolais. Sinon, on n'arrêterait pas des Nandais comme complices dans le massacre de commandants. Et donc, voilà un ensemble de problèmes auxquels l'Ituri fait face. Voilà. Alors, ça, il est 10 heures. Oui. Je vous reviens dans 2 minutes. Oui. Voilà, je vous reviens dans 2 minutes. Le temps pour nous de prendre la minute d'information. Il est 10 heures à Kinshasa, 11 heures à Nitouri. Alors, Yo Compo sur la dernière livraison d'informations. Merci beaucoup, Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La minute info, c'est tout de suite.
Au Nord Kivu, 6 corps sans vie ont été découverts dans 2 territoires ce lundi. Les 3 premiers corps ont été retrouvés près des Ringeti dans le territoire des Béni, à la limite avec Irumo en Ituri, précisément à Maïsafi, et les 3 autres à Lubero. Conclave du parti politique Ensemble pour la République, en exil depuis plusieurs mois, Moïse Katumbi va réunir son état-major en Belgique cette semaine, près de 10 ans après la création de cette formation politique. Ce sera l'occasion d'y clarifier sa stratégie. Dans le monde, les dirigeants des pays de l'Union européenne ont insisté ce mardi sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir décider de leur avenir. Une déclaration qui intervient à 3 jours de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis en sport, Afrobasket 2025, la compétition démarre ce mardi en Angola avec les 16 équipes qui se sont qualifiées pour cette phase finale. La Tunisie vise un 3e sac d'affilée. La RDC, elle, va entrer en lice ce mercredi à partir de 19h face au Cap-Vert. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa pour la grande édition du journal de la mi-journée. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous revenons avec les députés nationaux Jamarine Jaza. Voilà, voilà, j'ai bien prononcé alors cette fois-là. Alors, vous étiez en train de parler des problèmes qui minent certainement l'Ituri. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous aviez soulevé des éléments sur lesquels, au niveau des ADF, il n'y a pas que de Congolais, il n'y a pas que de Ougandais, il y a aussi certains Congolais. Oui, c'est cela. Alors maintenant, ces Congolais, pourquoi ils œuvrent dans un groupement, dans un groupe rebelle? Bon, d'abord, étranger d'ailleurs. Les IDF, dans sa façon de faire, a commencé à prendre les gens par force. Leur souci, c'était de convertir les gens par force. En islam. À l'islam. Et surtout... Et aller combattre... Est-ce qu'ils maintiennent toujours leur objectif de renverser le pouvoir des Yoweri? Je ne connais pas trop bien leur objectif. Est-ce que c'était de combattre? Parce que déjà avec l'État islamique, l'objectif est plus large que ça. On a arrêté des Somaliens parmi eux, on a arrêté des Tanzaniens, on a arrêté les Maghrébiens parmi eux, on a... Beaucoup de gens ont été arrêtés dans ce mouvement. Et donc, je ne saurais pas vous dire avec précision. Je pense que si les nationaux ne les ont pas volontairement rejoints, ils appartiennent à ceux qui ont été pris par force pour être convertis. Voilà. Oui. Alors, avec leur manière de faire, ils tuent aussi par l'épée, hein, c'est-à-dire par des haches. Ils tuent cruellement, et puis ils publient leur massacre, quoi. Ils filment. Quand ils tuent cruellement, là, ils filment, et puis ils vous font peur. C'est une façon de terroriser les gens, et pousser les gens à fuir et à leur laisser de l'espace. Alors maintenant, tous les espaces où les Congolais ont fui, c'est resté vide. Ce sont les ADF ou ce sont l'UPDF qui règnent? L'UPDF protège seulement les frontières de l'Ouganda. Ils n'attaquent pas les ADF. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une bonne coordination dans cette force mutualisée. S'il y avait une bonne coordination, toutes les fois qu'il y avait une opération contre ces gens-là, ils les feraient ensemble. Je crois l'Ouganda, il fait quelque chose avec la RDC, mais leur objectif, c'est plus de protéger leurs frontières. C'est comme ça que ils étaient principalement installés, par exemple, à Boga.
Ils étaient installés à Boga, c'est à la frontière avec le territoire du Rum déjà. Et de là, ils peuvent surveiller les frontières très bien. Lorsque le gouvernement congolais a signé un accord de partenariat pour la réhabilitation des routes Beni, Kasindi, c'est sur le UPDF, les génies militaires ougandais qui ont commencé à travailler. Je ne sais pas s'ils continuent de travailler là-dessus, mais l'objectif dans tout ça pour l'Ouganda, c'est de bien surveiller ses frontières avec la RDC. C'est ça la prudence politique de l'Ouganda. Bon, je ne sais pas si chez nous, ça se fait. Mais les gens n'ont pas totalement abandonné leur milieu. Mais ceux qui continuent de résister, de rester à la maison, ils subissent des exactions d'une manière quotidienne. Et donc ils sont prêts ils savent qu'ils peuvent mourir à tout moment. Parce que les EDF érodent dans les milieux. Alors maintenant, c'est quoi maintenant des pistes de solutions? Voilà. Il existe, peut exister plusieurs séries de pistes de solutions. Parce qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Pour une question militaire, la piste de solution primordiale est militaire. Je crois que c'est pour cela que l'état de siège a été installé et instauré en Ituri et au Nord Kivu. Lorsqu'on frappe fort, tous les groupes armés, sans exception, cela peut pousser les groupes armés à déposer les armes. En même moment, il y a d'autres voies à utiliser, telles que les voies de dialogue. L'Ituri dispose des outils dont l'État peut se servir. En Ituri, on a 21 communautés, à part les communautés non originaires. Et est-ce que toutes ces 21 communautés ont des groupes rebelles? Non. Alors, je disais, l'Ituri dispose en 21 communautés. Les 21 communautés sont regroupées dans une structure culturelle qu'on appelle INADI. INADI? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire l'Union des associations culturelles pour la paix en Ituri. Pour le développement plutôt en Ituri. Si on peut doter l'INADI de moyens conséquents pour réunir toutes ces communautés et que les communautés parlent de leurs problèmes sincèrement, on peut ouvrir la voie à une accalmie que l'on peut consolider après. Il n'y a pas que l'INADI. L'INADI peut aussi se servir de conseils techniques, par exemple, de la société civile, qui a beaucoup d'autres organisations non gouvernementales qui travaillent déjà dans la médiation. L'Ituri dispose aussi d'un autre outil important, comme la commission provinciale de médiation, dont je suis membre, voilà, dont j'étais membre jusqu'à l'élection. C'est un outil dont l'État peut se servir pour consolider une accalmie communautaire déjà mise à place par l'INADI. Si le conflit est d'ordre foncier, par exemple, l'Ituri dispose d'un outil important institué depuis les années 2005. Il s'agit de la commission foncière de l'Ituri. Mais faute de moyens, la commission ne travaille pas. Je me rappelle autour de 2012, 2013, 2015, avec l'appui de certaines agences de système des Nations Unies, telles que UN Habitat, le PNUD, la commission fonctionnait. C'était avant que le territoire de Djougou replonge tout l'Ituri dans la violence. Ce sont des outils dont on peut se servir. Si le conflit est d'ordre des limites administratives, il y a un conseil de chefs coutumiers de l'Ituri qui peuvent statuer sur ces conflits. Donc, il y a des outils dont l'État peut se servir pour résoudre le problème d'ordre communautaire. Il y a des outils.
Donc, les conflits au niveau des touristes, c'est un conflit purement communautaire. Le conflit ont les racines dans les communautés. Oui, le conflit ont les racines dans les communautés. J'avais donné seulement un exemple qui part de très loin. Vous voyez? Donc, ce sont, je pense, une sorte de l'injustice sociale qui a grandi avec le temps et qui a poussé les gens à se révolter contre cette injustice sociale. Je peux donner quel exemple? Dans le récent conflit, lorsque le gouvernement a essayé d'interroger les éléments de Codeco qu'on a arrêtés, mais il disait que les Lendou subissent des injustices. Et il donnait souvent l'exemple des cas des maîtres, des pères d'une congrégation dont j'oublie un peu le nom. Il a été tué à la paroisse des Droudres. Et ça faisait partie des éléments déclencheurs de l'actuel conflit entre les Lendou et les Ema. Ce n'est qu'un exemple. Ouais, donc le conflit en Ituri tire leur source principale dans les communautés et dans l'injustice sociale. Lorsque, par exemple, si on a déjà plané avec toutes ces structures que je viens de citer, on met d'abord l'apaisement. Là, on peut encore faire intervenir d'autres organismes maintenant nationaux. Prenons l'exemple des programmes de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire. Prenons l'exemple de la RAD, Réserve Armée Défense. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une bonne coordination entre ces organismes. Prenons la mission, prenons un des piliers, ou alors deux derniers piliers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. PDDRCS, dans deux de ces piliers, parle de relèvement communautaire. Un des piliers. Le gouvernement signe un protocole avec IDA qui exécute le projet Star Est. C'est la même mission. Pourquoi le gouvernement ne pouvait pas demander à son partenaire? Mais nous avons un programme qui inclut le même travail pour lequel vous venez nous aider avec le financement. Pourquoi ne pouvez pas mettre ces moyens entre les mains à la disposition du PDDSS? Pour que PDDSS, au lieu de chevauchement des mêmes choses, on les fait une fois pour toutes par un organisme national bien connu, un programme bien connu, d'ailleurs mis sous le haut patronage des chefs de l'État. Lui-même, il est président du comité de pilotage de PDDSS. Le vice-président, c'est la vice-première ministre. Ou alors c'est tout premier ministre qui arrive. Pourquoi ne pas le faire? RAD, comment RAD rend la tâche difficile? RAD complique la tâche au pilier désarmement et démobilisation. Et RAD, là, c'est quoi? RAD, c'est la réserve de l'armée et de défense. Ah, ok. Oui, oui. Ce sont des trucs qui se créent récemment. Alors, comment il complique le pilier? Il complique le PDDRCS, le PDDRCS est fait pour désarmer et démobiliser les gens. La RAD pour démobiliser les groupes armés. La RAD devient sensibiliser les mêmes groupes armés pour faire partie de l'armée, pour faire partie des réserves de l'armée. Alors, la question qui se pose est celle de savoir, lorsque vous venez puiser aussi réserve dans les groupes armés, est-ce que ces groupes armés vont remettre les armes au PDDSS et accepter de se démobiliser? C'est ça la question où je me dis, ça complique, la présence des RAD complique la tâche au PDDSS. Et RAD, ça a été toujours créé dans le
par le gouvernement ou dans le Oui, c'est créé par le gouvernement. C'est créé par le gouvernement, c'est dirigé par l'armée. C'est l'armée qui dirige, le commandant qui coordonne. C'est général Padiri, je crois. Oui, c'est déjà connu. C'est connu. Je crois que la rade tire sa source dans le processus de Nairobi 3. Parce que lorsqu'on était dans le processus de Nairobi 3, le mandataire du chef de l'État à l'époque, le professeur Serge Tshibang, lorsqu'il donnait ils expliquaient les lignes rouges que le gouvernement ne peut pas franchir avec les groupes armés. Les groupes armés, surtout ceux venus de nos cuves, ont dit non. Ils n'ont pas besoin d'intégrer l'armée parce que l'intégration dans l'armée faisait partie de ces lignes rouges. Reconnaissance des grades des éléments des groupes armés, ça faisait partie de cette ligne rouge. Mais beaucoup de groupes venus de nos cuves disaient nous, on n'a pas besoin d'intégrer le groupe, plutôt l'armée, mais nous voudrions que l'armée et le gouvernement congolais reconnaissent que ils sont en train de faire le travail que le gouvernement ne fait pas. Il faisait attention à quoi? Le gouvernement n'aimait pas assez de moyens pour combattre les agressions étrangères. Et eux, ils disent qu'ils se sont créés pour protéger leur population. C'est comme ça qu'on occupe, il y a tellement de groupuscules. Et jusque-là, ça n'a jamais été résolu. Ça n'a jamais été résolu. Et alors, ça n'a pas tardé. Quand nous sommes revenus de Nairobi 3 a eu lieu en décembre 2022. C'est récent, c'est pas loin. Et donc, quand nous sommes revenus, nous, on a attendu au Parlement. Le gouvernement avait déposé le projet de loi portant création de la RAD. Bon, lorsque vous lisez sa mission, bien sûr, le gouvernement ne montre pas clairement dans la mission assignée à la RAD comme faisant intégrer les groupes armés. Mais sur le terrain, lorsque les responsables de la RAD viennent pour sensibiliser, ils sensibilisent les groupes armés. Voilà un peu. Et donc, le PDDRCS se voit retirer une partie de sa mission. De sa mission? Oui. Pour être confié à RAD. Pour être confié à RAD. Et là, c'est compliqué. Alors, si on pouvait bien coordonner cela, on dit par exemple, PDDRCS, vous faites votre travail comme il se doit. On met à sa disposition le moyen pour désarmer et démobiliser. Et alors, s'il y a accord dans les rangs de groupes armés, ceux qui veulent faire l'armée, on pouvait alors le donner à la RAD. Là, ça se comprend. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la pratique sur le terrain. Alors maintenant, au niveau d'Ituri, vous avez soulevé quelques pistes de solutions. Oui. Allez-y. Oui, il y en a tellement. Tellement, effectivement. Oui, si on fait par exemple attention à l'absence de l'autorité de l'État. Prenons le territoire de Djougou par exemple, l'État est absent. À Djougou. À Djougou. Il n'y a pas un nombre... L'administrateur des territoires, il ne vit pas. D'abord, il lui-même était récemment victime d'une attaque des éléments des Aïe dans la région de l'Opagina. Il était victime. Il ne vit pas en territoire de Djougou. Beaucoup de chefs de chefferies et sectaires, ils ne vivent pas dans leurs entités. Le territoire ne dispose pas de nombre conséquent d'éléments des FARDC de la police. Faiblesse de l'autorité de l'État. C'est comme ça que d'autres analystes passent même qu'il faut territorialiser les forces de défense, notamment la sécurité, plutôt l'armée, la police, mais aussi rendre plus proche de la population sur les services de renseignement. Parce que tout se passe dans la population. Même ceux qui veulent tuer, ils préparent les tueries dans la population. Et il se faut passer pour les CIR, pour voir le mouvement de tout le monde. Et puis lorsqu'ils commencent à faire tard, ils rentrent dans leur... Alors, il y a ceux qui disent qu'il y a la guerre dans l'Est, la guerre en Ituri, c'est une guerre qui peut se résoudre que par des communautés. Il suffit tout simplement de doter certaines communautés de certaines prérogatives, ça sera résolu. Quelle prérogative, par oui, exemple? parce que ne me posez pas au niveau des chefs coutumiers,
C'est-à-dire que les chefs coutumiers peuvent certainement résoudre ce problème. Ah, justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Les chefs coutumiers, les chefs des chefferies. C'est justement ce que j'étais en train de vous expliquer. Je vous disais, vous me répétez, lorsqu'il s'agit par exemple d'un problème lié à la limite administrative, est-ce qu'il faut attendre Kinshasa? Mais on ne fait pas utiliser ces prérogatives. Mais aussi, pour compléter l'idée de ceux qui pensent que les chefs de chefferie et de secteurs peuvent résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ils vont les résoudre comment? Ils se sont vus ravis de pouvoir qui leur était donné notamment le tribunal, le tribunal coutumier. Mais ça, le problème, c'est qu'il suffit tout simplement de leur donner tout ce moyen, ça pourra être résolu. Non, mais maintenant, pour que ce pouvoir revienne, il faut que le gouvernement présente le projet de loi qui les réhabilite dans ce droit. Parce que pour le moment, regardez, il y a eu beaucoup de forums qui ont été organisés. Deuxième forum, d'ailleurs, vous l'avez dit, Arou 2. Oui. Arou 1, Arou 2. Mais jusque-là, la solution est statu quo. Le problème, c'est la façon dont ça s'organise. Lorsqu'on organise les dialogues, je parle des dialogues entre 21 communautés. Parce que même si certaines communautés ne sont pas encore citées, mais elles ont toujours des choses à dire. Elles font toujours face à l'injustice sociale. Prenons les pygmées. Ils sont à Ituri. Ils sont là? Oui, ils sont à Ituri. Mais en minorité. Une minorité silencieuse. Prenons le Walese. Une communauté qui vit dans le silence. Une communauté qu'on massacre dans le silence. Le Walese. Le Walese. Prenons ils n'ont pas de groupe d'armée. Ils n'ont pas de groupes armés. Prenons la communauté Bila. Lorsque j'ai dit que les populations venues d'autres provinces envahissent, si vous êtes en territoire de Mambasa dans la chefferie, par exemple, de Babila Bakwanza, Babila Babombi, vous allez les entendre dire à Swahili, Tuchakavami Wazamani. Ça veut dire que nous avons déjà été envahis depuis très longtemps. Donc les gens souffrent silencieusement. Et c'est le temps. Et ils ne revendiquent pas. Ils ne revendiquent pas. Mais le temps que ce silence prend, c'est nourri de la haine. Et cette haine pousse à la révolte tôt ou tard. Je reviens sur l'exemple que je venais de vous donner d'Akin Sohar, d'Akin Direct. Que la haine entre les Hema et le Lenou ont été nourris depuis les années 50. Et ça a pris forme avec le temps, ça a poussé à la révolte. Et donc, ce sont des choses qu'il faut prévenir. Toutes ces communautés intégrées, inclusivement, dans un grand dialogue dont le gouvernement peut prendre le patronage, ça peut donner solution, pas organiser les choses d'une manière où on prend quelques 5 groupes armés à Aru, on prend les chefs coutumiers, on les amène à Aru, et le dialogue se termine et le protocole signé à Aru. Ça donne quel soubassement. Et donc, quand je parle de dialogue communautaire, je parle de dialogue beaucoup plus inclusif, qui inclut toutes les communautés qui s'ouvrent d'une manière silencieuse là, et que ces communautés s'expriment et que les conclusions ou bien les recommandations issues de ce genre de dialogue fassent préoccupation du gouvernement national. C'est seulement à cette façon-là qu'on peut arriver à endiguer avec la situation. Est-ce qu'au niveau de Doha, vous n'êtes pas oublié? Doha. Bon, je ne connais pas très bien comment ça s'est... Non, Doha, mais Doha, jusque-là, il y a que l'M23. Mais il y a des problèmes en Ituri. Mais il y a des problèmes en Ituri, mais de l'Ituri. Est-ce qu'on parle de l'Ituri? Je ne sais pas. J'ai lu le... Non, Doha c'est toujours l'M23. Oui, j'ai dit que mais il y a le problème, c'est que vous n'allez pas résoudre seulement le problème du Nord-Sud Kivu, oubliant le problème de l'Ituri. Justement, j'ai lu, par exemple, comment on dit, l'accord de principe de Doha.
aucune disposition ne fait attention à l'Ituri. J'ai lu l'accord signé entre le gouvernement congolais et rwandais à Washington. Aucune disposition ne fait attention au problème de l'Ituri. Et c'est là que nous disons, c'est une erreur grave d'oublier le problème de l'Ituri. Et sentez-vous que vous êtes oublié? Ah, mais c'est surtout que vous êtes député national. On va dire quoi? C'est l'oubli? Ou bien on minimise alors? On dit que c'est pas un grand problème. Et les gens meurent tous les jours. Imaginez, pour le seul, vous pouvez compter pour le seul mois de juillet, les gens sont morts combien? Plus d'une centaine, si pas près de 200 personnes mortes. C'est grave. Et à Kinshasa, comme la vie continue, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était. Jamais tous les jours. La ville de Bunia est menacée. Sérieusement menacée. On tue à pleine ville. Menacée par les ADF Non, pas par les ADF, par les groupes armés. Essentiellement, CRP, Zahir, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on a arrêté des suspects récemment ici, tous se sont identifiés appartenant à, et même par le nom, ce que ce sont, ils appartiennent à la communauté Emma. Et les images ont circulé. Emma, ah bon, la communauté Emma. Oui, les images ont circulé. Et donc, oublier l'Ituri avec la complexité de ce problème. Et CRP, là, c'est soutenu par quoi? C'est soutenu par ces communautés, où il y a juste une communauté qui est beaucoup plus qui est mise en évidence. Soutenu par la communauté, ça je ne pourrais pas le dire comme ça, sous peine de m'attirer encore beaucoup d'ennuis. Mais on a arrêté beaucoup de gens qui appartiennent à la même communauté, à Bunia là-bas, beaucoup de gens. J'ai conseillé la télé 50 de CTLCP à la question de l'Ituri, poser beaucoup de questions. Poser beaucoup de questions, c'est entre autres ce qu'on fait justement, mais poser aussi certaines questions d'information aux autorités provinciales légalement établies. Parce que des questions liées à la sécurité, peut-être que nous, comme députés, nous pouvons dire ce que les services de sécurité ne voudraient pas qu'on dise. Et donc là, on va se mettre en difficulté pour rien. Donc, lorsque c'est le journaliste qui pose la question, ils savent comment répondre. Ils savent comment répondre. Mais les communautés, ils sont pour beaucoup. En tout cas, dans les groupes armés qui ont tous des connotations communautaires, les groupes... À peu près, il peut y avoir combien de groupes armés là-bas? Il y en a Chinyatuna. Ah, je disais que Walese non pas de groupes armés. Voilà, il y a des révoltés qu'on appelle Chinyatuna. De Walese. Chez les Walese, oui. Il y a la FRPI, la plus ancienne. Il y a la Codeco. Mais c'était muté en parti politique, FPI? Pardon? Non, en parti politique, c'est FPIC. Okay. FRPIC. Oui. Je disais Chinyatuna, FRPI, il y a Codeco, il y a MAPI, il y a CRP, il y a Zahir, il y a Djamkoulabatu, un petit groupe essentiellement composé par les jeunes Niali, il y a Zahir Mazembe, un autre petit groupe à la limite avec la chefferie de Walendouats dans le territoire de Mahagi, on appelle Zahir Mazembe. Ensuite, des petits groupes, tous ces groupes ont des connotations communautaires. Et donc, il est vraiment important de travailler sur les communautés afin de vider de leur raison de prendre des armes. Lorsque les communautés sont déjà calmes, qu'est-ce que Codeco va dire? Qu'elle protège la communauté contre quelle agression? Il n'y aura pas de raison. Et donc, il n'y aura que un autre moyen, un seul moyen de remettre les armes et se faire démobiliser. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur le député, pour toutes ces révélations au niveau de l'Ituri. Ouais. Alors, c'est un problème très complexe. C'est très complexe. Qui date plusieurs années.
de plusieurs années. Les ADEF sont... Ils sont là depuis plusieurs années. 86. Ouais. Sont là, nous, on a grandi en attendant parler de ça. Des ADEF. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont en train de... Ils sont toujours là. Maintenant, ils sont traqués. Ils se prennent à des populations civiles. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci. Je pense ceux qui sont en train de nous suivre. Vous qui aimez l'Ituri, préservez beaucoup plus la paix. Préservez la paix. Vous avez des groupes rebelles, mettez l'intérêt supérieur. Vous devez... L'Ituri a des potentialités. Regardez une ville qui est en train de se métamorphoser. Il y a des nouvelles constructions. Il y a des booms immobiliers. Mais il y a la guerre. On se demande si aujourd'hui, s'il n'y avait pas de guerre, au niveau de l'Ituri, on parlerait vraiment de province. Ah ouais. C'est une grande province, c'est une grande province avec toutes les potentialités. On a l'or en grande quantité. La relance même de la grande société, la Sokimo, ça pose problème. Il y a des années, les gens sont à chômage là-bas, les gens ne sont pas payés. Il y a le pétrole dans le Graben Albertine. Il y a le lac qui nous appartient, qui est compté parmi les lacs les plus poissonnés. On a la forêt, on a les terres arables à grande quantité. Donc, toutes les potentialités pour la province de l'Ituri de s'enrichir, mais voilà, la guerre tire la province vers la guerre, tout ça, ce sont toutes ces communautés. Oui. Toutes ces communautés qui ne veulent pas aussi se laisser faire. Tout ça là. Hein? Donc, guerre des terres aussi. La guerre des terres, il y en a. La guerre des terres, c'est comme ça que j'ai fait attention à la commission foncière de l'Ituri. La commission foncière de l'Ituri a été créée justement pour résoudre les problèmes liés aux terres. Il y avait toujours des problèmes entre les concessionnaires et les agriculteurs simples. Les concessionnaires avides des terres, ils voulaient prendre les terres des gens d'une manière indue. Ce sont des choses, entre autres, jusqu'aujourd'hui, ces concessions, par exemple, en territoire de Djoug, ces concessions ne fonctionnent plus. Et une fois, lorsque l'honorable sénateur Jean-Baptiste Saïdi était gouverneur, je lui ai posé la question. Je dis, bon, comment pensez-vous qu'on pourra rentabiliser ces terres qui restent alors que les gens ont besoin de terres arables? Mais il avait une très bonne idée, de vouloir d'abord récupérer les terres, hein, et redistribuer une partie à la population agricultrice. C'était une bonne idée. Mais comment y parvenir? Il est parti brusquement avant de mettre son idée en œuvre. Et donc, il y a des travaux à faire pour que l'Ituri recouvre sa paix. Il ne faut pas croire que le simple fait d'avoir institué et instauré l'état de siège en Ituri résout les problèmes. Non, il y a beaucoup de problèmes que l'on peut résoudre ensemble avec cet état de siège. Et malgré l'état de siège, rien n'a changé. Malgré ARO 1, ARO 2, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est compliqué. Ça continue, c'est compliqué. Voilà. Je crois que l'État doit faire plus. L'État doit faire plus. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. De 7h à 10h. D'ici là, il sera 11h moins. Ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous émettons. Restez branchés sur Télé 50. En même temps, vous pouvez nous écrire comme d'habitude, comme vous le faites, notre page Facebook Jean-David Kilolo, et aussi Twitter, Jean-David Kilolo. Vous envoyez vos messages, nous allons les lire. Nous allons certainement discuter en coulisses comme on a fait avec certains. Restez branchés sur Télé 50. Bonne continuité de programme. À 11h, ça sera les informations en langue nationale. À 13h, la grande édition des Yoko Mposo Nathalie. Ça sera à 13h, 14h, 15h. Et à 18h, Kinshasa Direct avec Grace Salambo. Et à 19h, la grande édition des Gaïtan Koubaburonzi Shigire Gere Kabuya. Voilà, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.